Binance a des équipes pour faire de la recherche sur différentes thématiques. Ils payent pas mal de personnes dans l'écosystème pour développer des nouvelles fonctionnalités, des nouveaux écosystèmes, des nouvelles plateformes. Et donc, ils sortent un rapport une fois par mois sur la Binance Research. Et là, c'est le rapport du mois de mai 2024. Alors, ils concatenent les données d'avril parce qu'ils le sortent en mai. Essaye de zoomer, là, il y a tout un truc. Voilà, ça va mieux comme ça? Ouais. Ok. L'idée, c'est un rapport qui n'est pas très gros, il fait 17 pages, mais ça permet d'avoir quelques informations qui sont assez intéressantes. Et on va déjà regarder un petit peu les graphes. Alors, comme vous voyez, il n'y a aucune année depuis 2019 qu'ils ont mis dans le tableau où on est en full vert en permanence. Par contre, on a des années où on voit, par exemple, sur 2021, on a des performances qui sont beaucoup plus importantes. Il y a des mois où, historiquement, on fait des performances qui sont moins bonnes. Le mois de mai, généralement, est moins bon que les autres. Pourquoi? Mais tu as un adage en bourse qui dit sell in May and go away. Et en fait, si tu regardes les graphiques depuis presque 200 ans d'histoire boursière, tu as une très grosse probabilité, je crois que c'est plus de 87% de probabilité sur le mois de mai, en fait, d'avoir un mois qui est négatif en bourse. Et c'est pour ça que tu as un adage comme ça qui dit sell in May and go away. Et globalement, si tu avais fait ça, tu aurais surperformé le marché, en fait, sur le très long terme. Et en crypto, on commence à voir apparaître aussi ce truc-là. Peut-être une stratégie à voir, comme le mois de septembre, en général, est rarement bon. Il y a des mois comme ça dans l'année où des fois, on a des périodes, mais on retrouve globalement quand même les cycles qui sont assez marqués avec une année de forte correction, l'année 2022, une année où c'est plutôt de la latéralisation et après une année 2024 qui, normalement, si on suit les cycles précédents, sera une année où on est en légère hausse. Mais bon, ça permet d'avoir un aperçu. J'aime bien, moi, regarder un petit peu des fois mois par mois, voir un peu comment ça se déplace. Et la grosse poussée qu'on a eue cette année, pour l'instant, c'est sur le mois de février, qui était assez similaire à celle de 2021, alors qu'on était sur une année vraiment de bull run. Mais les mois de janvier et mars ont été beaucoup moins bons. Donc voilà, à prendre avec des pincettes. Ici, ce qui est assez drôle, c'est qu'ils ont mis les performances des prix du top 10 en fait, des cryptos par market cap. Et on s'aperçoit que la plupart ont une grosse correction, plus ou moins importante, la plus grosse étant de chez Avax, pour aller retrouver, je pense, des montants qui sont un peu plus cohérents. Et après, ces montants-là, ils ne sont pas non plus délirants. Avoir des corrections de moins 30%, moins 40%, si on regarde d'un point de vue technique, c'est des montants qui sont entendables en fait. Et il faut justement avoir ces corrections pour avoir une construction long terme. Le BTC, on n'a pas une correction à ce point-là. Le BTC, on a une correction comme l'Ether. 8,3, c'est pas énorme. Et après, on a le TON, mais le TON qui est pour moi drivé à l'heure actuelle par la demande et le marketing qui en est fait globalement derrière. Au niveau de la DeFi, juste un petit remonte un peu. On remarque quand même que ceux qui ont le plus dumpé, en fait, on voit Avax, Sol, etc. C'est les L1. C'est les L1, mais c'est surtout aussi les coins, principalement, pas tous. Par exemple, ADA, ça ne rentre pas dans ces critères-là, mais c'est principalement les coins qui ont le plus pumpé en fait, lors de la première vague. Ceux qui ont fait des grosses performances, Solana et Avax principalement, il y a aussi Shiba, le Doge et tout, forcément, c'est ceux qui ont eu des très belles performances. Forcément, c'est ceux qui vont dumper le plus fort, quoi. Donc, soyez vigilants, comme à chaque fois, quand vous voyez des grosses bougies vertes et que ça continue, restez de côté, n'achetez pas. Vous verrez que la correction, elle va arriver, comme ça arrive à 100% des cas. Là, c'est une garantie. Vous n'allez jamais avoir un actif qui va continuellement augmenter sans jamais corriger. C'est impossible. D'accord ? Donc, il va forcément arriver à un moment donné où il va y avoir une correction et vous attendez les rebonds techniques, refaites votre analyse technique fondamentale. Vous avez toujours le temps pour pouvoir vous former vis-à-vis de ça. Et une fois que vous voyez cette opportunité, crac, vous rentrez dessus. Mais voilà, cette correction, elle va arriver. Voilà. Si vous achetez une bougie verte, vous êtes sûr, et que le projet, il a déjà fait un x100 en quelques semaines, vous êtes sûr que vous allez vous taper là, dans les prochaines semaines à moins 50, moins 60, moins 70% de correction très rapidement. Ça arrive presque 100% des cas. Donc voilà. C'est normal qu'on retrouve ce genre d'analyse technique. Ne la faites jamais sur une journée. Faites-la vraiment sur une période qui est la plus longue possible, avec un historique qui est le plus long possible. Là, si on regarde, hormis l'automne, on a quasiment pour tous au moins un cycle complet d'historique. Et c'est à ce moment-là, on peut avoir des données qui soient les plus réalistes possibles en croisant plusieurs indicateurs.
Regardez les weekly, regardez en monthly aussi. Si vous n'avez pas suffisamment d'historique, notamment sur certains coins de la DeFi, passez en daily si vous pouvez, mais regardez jamais un graphique par heure, quoi. Il y en a qui font des trucs, une bougie en 1 heure, ou des fois en minutes, 15 minutes, En, une en bougie de 15 minutes, minutes. toutes les 15 minutes. Là, tu dis, mais comment Faites tu pas peux arriver ça. à t'y retrouver qu'il n'y a aucune. La Faites pas fiabilité ça. de l'information, en fait, elle n'est pas bonne. Voilà. Après, c'est pas la même approche, hein. Si vous faites une approche trading, ok, mais du coup, nous, c'est pas ce qu'on fait. Donc, Bah, pas pour l'invest long terme, en tout cas. non, c'est clair. Est-ce que je dois passer mon ordre? Ah, mon ordre, il a mis 10 minutes à passer. Le chart, il a changé. Comment est-ce que je vais faire? C'est clairement pas sur ça que vous allez vous en sortir. Et après, le deuxième point qui était mis en avant là, dans ce rapport, au niveau de la DeFi, on a beau dire que Ethereum, ça reste un dinosaure, que les frais sont élevés. Pour moi, ils le sont pas énormément par rapport à ce qu'on a connu sur des périodes d'euphorie. Et je vous invite à aller voir les frais qu'il y aura lorsqu'on va passer sur un Ether qui aura quasiment doublé son prix ou en plein milieu d'un bull run. Mais ça reste quand même la plateforme avec le plus de TVL. Quand on parle de TVL, c'est les fonds qui sont bloqués dessus. Les fonds qui sont bloqués dessus, c'est un certain gage de confiance. Plus vous allez avoir des fonds qui vont être bloqués sur une plateforme, plus les attaquants vont avoir tendance à essayer de l'attaquer pour récupérer. Et plus la plateforme arrive à garder une certaine quantité de fonds sur le long terme, plus on peut se dire qu'elle est résiliente et plus le niveau de risque va diminuer. Si on prend une plateforme comme par exemple AAV ou encore Uniswap, ça fait des années qu'il y a plusieurs milliards de TVL qui sont bloqués dessus et il n'y a pas eu de gros dégâts. Par contre, des fois, vous avez une nouvelle plateforme qui vient de sortir, il y a, je ne sais pas, 50, 100 millions de TVL qui arrivent d'un coup parce qu'il y a une incitation économique qui est énorme. Donc, les gens, ils vont migrer pour aller farmer, pour essayer de récupérer. Et là, ils se font rincer hyper rapidement parce que la plateforme, en fait, elle n'a jamais été auditée ou l'audit a été fait à l'arrache. Et donc, à partir de là, ils perdent l'intégralité de leurs fonds. On voit que Tron, ça fait quand même un petit moment là qu'ils arrivent à garder une certaine parité. C'était, je pense, avec l'histoire de Les RWA, là. l'USD. Il y a eu même avant les RWA, il y avait l'USDC. Non, je sais plus comment l'USDCC. ça. Ouais, je sais Si, plus je si crois, c'est pas, USDCC ou. Ouais, je sais je plus. crois qu'il y a deux C, USDCC, je crois que c'est un truc comme ça. Mm. Il faudrait que je regarde le ticker, mais après, il y a eu les RWA, effectivement, avec le ST-USDT, qui a permis, je pense, de maintenir. On a effectivement la BNB Chain qui s'est fait devancer, parce que c'était globalement plutôt cette deuxième plateforme qui était en tête de proue. Et après, on est sur des blockchains qui n'ont pas forcément beaucoup de liquidité. On a un peu de Solana. Et après, le reste, voilà, Polygon, c'est 1%. C'est rien. Voilà, on a un peu de Base, on a un petit peu de mélange de tout le reste. Et on va avoir plein d'autres écosystèmes qui se développent. Et c'est vraiment un peu la tendance de se dire, OK, on va développer des nouveaux écosystèmes qui, pour moi, ne vont pas apporter grand-chose. C'est ça que je trouve assez dommage dans la crypto. C'est qu'au lieu d'aller dupliquer une blockchain, de faire un truc qui est EVM comme tout le monde le fait, et de copier un Uniswap, copier un AV et de rien apporter de plus, je trouve ça vraiment décevant. Les seuls qui avaient essayé de sortir un petit peu tout ça, il y a eu Solana. Solana a plein de problématiques sur plein d'aspects, mais ils ont essayé de build quelque chose à leur manière. Et ça, franchement, je trouve que c'est une bonne philosophie, une bonne idée. Et après, ceux qui ont emmené tout le monde dans le trou, il y a l'écosystème de Terra. Mais pareil, ils avaient créé leur propre écosystème, ils avaient essayé de créer quelque chose de nouveau. Les seuls que je trouve aujourd'hui qui essaient de faire à peu près la même chose, c'est l'écosystème de Cosmos Atom. Parce qu'ils essaient d'apporter leurs briques avec un autre mode de fonctionnement, avec d'autres principes. Bien sûr, on retrouve des poules de liquidité, on retrouve des plateformes de swap, on retrouve des plateformes de lending, on retrouve un écosystème qui est copié, mais pas avec les modes de fonctionnement. Et ce n'est pas du smart contract qui a été copié-collé. Et je trouve qu'aujourd'hui, si on regarde un petit peu là entre Base, qui est la layer 2, Manta, Avalanche, Optimism, Polygon, Arbitrum, BNB Chain et Tron, il n'y a personne qui innove énormément. Et si on prend Tron, pourquoi on a autant de liquidité? Tout simplement parce qu'il y a une bonne partie de wash trading en fait dessus. Et que les gens, ça les attire, ils se disent, ah ben il y a beaucoup de fonds, il faut y aller. Alors que si on prend vraiment l'analyse de on-chain, on s'aperçoit qu'il y a quand même un trou dans la raquette derrière. Après, tu vois, sur la Binance Smart Chain, ils ont quand même fait pas mal d'innovations, je trouve, qui ont été utilisées un peu de partout, hein. Au départ, le Uniswap, donc ça a été le premier DEX qui a permis de lancer donc la V1, la V2, la V3 avec la concentration des pools de liquidité et tout. Après, tu vois, PancakeSwap, il y avait un fonctionnement qui était quand même assez différent. Oui, qui avait essayé d'innover un peu. Ouais, voilà. qui avait essayé Ils ont fait quelques innovations. Ce genre de choses. Ils ont fait quelques innovations, mais pour moi, par rapport à la taille de la chaîne, c'est anecdotique en fait. Tu vois, c'est là le problème. C'est qu'en fait, ils ont des capitaux qui sont monstrueux, Binance. Ils ont des équipes de recherche qui sont énormes. Ils payent des hackathons pour que les mecs ils aillent développer. Et finalement, ce qui en ressort,
bah, souvent, c'est une adaptation d'une techno d'Ethereum. Tu vois, Ben ils oui, vont pas mais complètement aller pourquoi? révolutionner un secteur, en fait. Je trouve Mais ça dommage. pourquoi? Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que ça marche. Imagine de Parce que ça marche sur Ethereum. Exactement, exactement. En fait, quand tu crées une boîte, les mecs, ils vont pas se faire chier. Qu'est-ce qu'on dit tout le temps, tu sais, quand tu fais de l'entrepreneuriat? Essaye pas de réinventer la roue. Essaye pas de te dire, je vais inventer le truc, on va aller sur Mars comme Elon Musk, tu vois. Ou tu Avec sa vas super inventer un voiture. truc. Voilà. Avec sa Tu vas magnifique pas. voiture qui s'est fait péter les vitres alors qu'elle était censée être blindée. Tu, Mais tu vas ouais, pas révolutionner le monde. En fait, ils ont l'avantage aujourd'hui, les concurrents, entre guillemets, les concurrents, mais si c'est pas aujourd'hui les concurrents, pour moi, Ethereum n'a pas de concurrent aujourd'hui. Mais on va dire, aujourd'hui, ils ont l'avantage de voir ce que fait Ethereum. Ethereum, eux, ils enfoncent des portes ouvertes parce que pour le coup, ils font que des trucs qui n'ont jamais été faits. Donc ils arrivent, tiens, on teste un truc, ça marche pas. Ah, on se casse la gueule. Ok. Ah, tiens, ça commence à marcher. Les concurrents, qu'est-ce qu'ils font? Ça marche. On le prend. Terminé. En fait, ils ont quelqu'un qui va faire le test de marché la à leur R&D. place. En fait, La toute la R&D R&D. est Bah ouais, faite sur Ethereum. Mais c'est dommage parce qu'en gratuitement. fait, Ethereum, c'est la fondation. C'est pas les mêmes capitaux qu'à Binance, tu vois. Alors que Ah non. Binance pourrait être moteur sur ce genre de choses et faire ça intelligemment. Ils en parlent avec Vitalik. Et à partir de là, ils peuvent développer des technos, de l'abstraction compte et autres. Effectivement, ça arrive encore de chez Ethereum. Et c'est sûr que ça va être implémenté sur la BNB en disant Ouais. ah bah nous, c'est moins cher, ça va mieux fonctionner. Après, tu vois, je pense que c'est un choix stratégique. Quand tu es chef d'entreprise, tu pourrais utiliser des centaines de millions, voire des milliards pour développer un truc qui a une grosse probabilité de ne pas marcher, parce que bah, quand tu fais un truc qui n'a jamais été fait, tu as une grosse probabilité de te casser la gueule et de perdre de l'argent. Ou alors, tu dis, moi, j'investis que dalle, ou très peu, j'attends de voir ce que va faire les autres, dès qu'il y a un truc qui marche, je le prends, je le mets dessus. Eh, frérot, tu es sûr de gagner de l'argent. Tu dépenses Non, que mais dalle, tu es sûr de on gagner est de l'argent. d'accord. Non, mais d'un point de vue business, je le comprends parfaitement. Moi, ce qui m'embête, c'est qu'on est sur un écosystème qui est naissant et on a besoin d'innovation, on a besoin de nouvelles technos. Je suis Là, ils ont d'accord. commencé à bouger un peu de ligne avec les RWA, mais c'est pareil, c'est des sociétés dans leur coin qui se sont dit bah, moi, je vais aller manger la réglementation, je vais essayer d'avancer, je vais essayer d'innover, je vais essayer de bouger. Et alors que je pense qu'il y a de l'argent à faire. Tu vois, aujourd'hui, le secteur des RWA, on sait que c'est un secteur qui est extrêmement prometteur avec des fonds qui sont colossaux qui vont arriver. Et Binance, on ne les a pas vus bouger sur ce terrain-là. Moi, ça me surprend de ne pas les avoir vus bouger sur ce terrain-là. Ou ils sont en train de nous préparer quelque chose d'énorme, mais il n'y a aucune info qui circule de ce côté-là, tu vois. Après, aussi, je pense qu'ils ont, enfin, en tout cas pour le cas de Binance, ils ont drivé aussi l'adoption d'une autre manière. Peut-être pas avec le développement de nouvelles techno, tu vois. Mais aujourd'hui, Binance, ça reste, Ah bah leur on va chaîne, elle dire, marche. ouais, leur chaîne Ah, fonctionne, mais même aussi leur entreprise, tout, en fait, leur branding oui, bien sûr. a permis de mettre aux yeux du grand public la crypto d'une autre manière, tu vois. Quand ils font des partenariats avec des grands footballeurs et tout, enfin, tu vois, ça permet de mettre aux yeux du grand public euh, la Ouais, mais tu vois, crypto, et je pense que à ce ça drive compte-là, aussi l'adoption, quoi. à ce compte-là, Crypto.com, eux, au niveau marketing, ils ont publié de partout. Ils en ont foutu sur les Formule 1, sur l'UFC, il Ouais. y en a encore dans les cages. Et Ah ouais. pourtant, pour moi, ils n'ont pas apporté, et ils apportent clairement pas ce qu'apporte Binance à l'écosystème. Ah bah non, non, mais Même si blockchain il y a eu Chronos, des problématiques CZ, il y a eu des problématiques de régulation. Ils sont passés par Hong Kong, ils sont passés par les îles Caïmans de mémoire au niveau des sièges. Ils ont eu plein de problématiques de ce côté-là, mais c'est les seuls qui ont poussé réellement l'écosystème. Et bah, ils FTX, ont à fait travers énormément de Alameda marketing. Research et autres, ils essayaient, pour moi, ils essayaient, même si la gestion de fonds était catastrophique, ils essayaient aussi d'apporter leur écosystème, tu vois. Mm. Bah, en tout cas, voilà, c'est vrai que pour l'instant, après, on peut se poser la question, tu vois, pour les Layer 2, elles n'ont pas énormément de TVL aujourd'hui comparé aux autres grosses Layer 1. Pourquoi? Parce qu'aussi, on n'est pas encore dans les moments euphoriques bull run avec des frais d'Ether qui dépassent les milliers de dollars, quoi. Tu Oui, vois, et puis après, ça dépend des types de layer 2. Il y en a quelques-unes qui sont. Il y en a la majorité, pardon, sur Ethereum, quelques-unes qui commencent à se développer sur le BTC. Et si on regarde celles sur Ethereum, bah, elles ont eu un apport de liquidité quand il y a eu les airdrops et quand ils ont dit bah, on va faire un airdrop, pareil, les gens sont allés utiliser testnet. Mais quand tu vois l'expérience qu'il y a dessus, effectivement, c'est agréable, c'est rapide, mais c'est pas exceptionnel non plus. La seule avantage, c'est que tu as moins de frais. Et après, si tu passes vraiment par les bridges officiels, tu prends Arbitrum, bah, tu as des blocages, tu as des durées de blocage. Parce que la conception de la L2, de la manière dont elle est faite sur ces produits-là, sur Arbitrum en particulier, fait que l'expérience utilisateur, c'est pas la meilleure. Si tu veux éviter de t'appeler ces jours de blocage, tu es obligé de passer par une plateforme centralisée ou par un bridge qui va globalement court-circuiter un peu le truc, qui va lui se ouais, et taper les puis jours de blocage. et il y a un truc aussi que les gens ne comprennent pas, et je pense qu'on fera une vidéo ensemble, un live où on montrera en fait les risques aussi liés au L2, parce qu'il y en a beaucoup qui Ouais, bien sûr. considèrent que
Ouais, Ethereum, aujourd'hui, ça coûte trop cher, ou les blockchains de base, en fait, elles coûtent trop cher. Donc, on va aller sur les layer 2 pour faire des trucs. Comme à chaque fois, il n'y a pas de free lunch, quoi, hein. Il y a toujours un risque que vous allez prendre. Et sur les layer 2, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui maîtrisent absolument pas le sujet et qui ne savent même pas les risques auxquels ils sont exposés. Déjà, vous avez les risques liés au bridge, hein, parce que la plupart du temps, pour envoyer de la thune d'une blockchain de base sur une layer 2, vous allez utiliser un bridge. Donc, vous allez être sujet aux actifs synthétiques. Si le bridge se fait hacker, vous perdez vos fonds. Ensuite, vous avez la plupart du temps sur ces layer 2 une grosse centralisation aussi. Une grosse centralisation. Il y a très peu de validateurs. Il y a des clés administrateurs aussi. Par exemple, ce que vous ne savez pas, c'est que sur Polygon, il y a une clé administrateur qui est détenue aujourd'hui par 5 individus qui aujourd'hui gèrent clairement Polygon. Si ces 5-là se mettent d'accord, alors je ne sais pas comment ils procèdent au niveau de leur fonctionnement, hein. Si ces 5-là se mettent d'accord, ils peuvent arrêter la blockchain, ils peuvent retirer tout l'argent qu'il y a dessus, ils peuvent geler tous les fonds qu'il y a sur Polygon. C'est un risque qui est énorme, hein. Donc, quand on parle de crypto, résistance à la censure, décentralisation, etc., là, il y a 5 pélos qui peuvent se mettre ensemble, se dire, OK, là, il y a quand même combien de TVL, là 10 milliards. Ouh, ça me plaît bien, ça. Tac, on bloque tout, on retire tout. Ça ne veut pas dire qu'ils vont le faire, on est d'accord. Il y en a déjà eu. Mais il y en a déjà eu, et c'est ça le pire, en fait. Et ça existe. Parce que les gens, ils vont juste regarder l'incentive, ils disent, ah bah tiens, il y a des nouvelles plateformes là sur ce L2 qui coûtent pas cher, où on va nous donner énormément de capitaux en allant farmer. Allez, viens, on va tous dessus. Ouais. Ouais, mais en fait, il y a d'autres choses à regarder. Sur les layers 2, c'est énorme, en fait, le risque qu'il y a à l'intérieur. Alors, on en parle beaucoup parce qu'on dit, voilà, il y a des opportunités, ça coûte pas cher, et pour des gens qui ont un bag assez faible, ou du moins qui n'ont pas envie de payer comme nous, hein, on n'a pas envie de payer 600 balles de frais sur Ethereum et tout, forcément, on va aller sur d'autres alternatives. Mais on le fait toujours au détriment de quelque chose. Si on va sur la Binance Smart Chain, c'est 21 ou 24 validateurs. Je crois que c'est 21. 21 validateurs. Ouais. Donc, 21 validateurs qui sont détenus par qui? Par Binance, hein, par CZ, qui là peut partir en prison. Officiellement, voilà. Ça ne leur appartient pas tout, mais officieusement, effectivement, quand tu regardes où sont les serveurs et qui y a derrière, c'est Binance, ouais. Bah, en fait, quand tu investis sur ce genre d'alternative, tu ne le fais pas pour la décentralisation ni pour la résistance à la censure. C'est ça. C'est pour ça qu'on l'appelait la CDFI. Hein. Exactement. C'est l'hybride. C'est l'hybride. C'est pas une vraie DeFi. Personne ne l'a considéré comme une vraie DeFi dès le début. Hein. Mais comme Solana, les gens qui te disent Solana, c'est décentralisé et tout, c'est du foutage de gueule. À un moment donné, il faut savoir ce sur quoi déjà, vous il faut qu'elle marche. Déjà, il faut qu'elle marche, Solana. Ouais. Après, ça ne veut pas forcément dire que ce n'est pas intéressant et qu'il n'y a pas d'innovation, vous ne pouvez pas faire de l'argent dessus, qu'il ne faut pas que vous y alliez. Mais soyez vraiment vigilants. À chaque fois que vous allez sur quelque chose, essayez d'identifier les risques. Et franchement, je pense qu'on vous fera un live avec Mickaël sur les risques liés au L2 parce qu'ils sont énormes. Et vous avez toutes, je crois qu'il n'y en a pas une aujourd'hui qui est décentralisée, on va dire vraiment décentralisée au même titre que le Bitcoin et l'Ether. Pourquoi ? Parce qu'au final, sinon, si on est ultra décentralisé, ça se fait au profit des frais de transaction. Ça se fait au détriment plutôt des frais de transaction et des transactions qui vont être aussi beaucoup plus longues à être validées. Donc, c'est toujours un équilibre qu'on va être amené à voir. Et quand vous êtes sur des layers 2, ça va dépendre aussi également de la techno. Est-ce que tu es sur l'Optimistic Rollup? Est-ce que tu es sur du Zk Rollup? Est-ce que tu es sur du Plasma, du Validium? Il y en a plein et chacune ont leurs avantages et leurs inconvénients. Il y en a qui disent, et à chaque fois, vous allez avoir des risques. Voilà. À chaque fois, vous allez avoir des risques et vous verrez que sur la plupart des layers 2, vous allez voir qu'il y a très peu de validateurs. Souvent, il va y avoir des clés administrateurs qui peuvent geler, qui peuvent même des fois faire du rollback de chain sur certaines L2. Il y a des L3 qui sont lancées. Là, je crois que la DGen chain là, qui avait arrêté de faire des blocs il y a 2-3 jours. 56 heures d'arrêt. Ouais, j'ai vu ça passer ce matin. Eux, ils peuvent faire du rollback de chain. C'est-à-dire qu'ils peuvent arrêter les blocs, ils peuvent faire du rollback de chain. En fait, vous êtes sur une blockchain centralisée, quoi. Vous êtes sur un truc. Tu es sur un testnet. Ouais. Non, mais moi j'estime en fait que quand tu es sur ça, c'est que tu es sur un testnet. C'est fait pour les développeurs, pour qu'ils la plupart des gens, quand ils s'aperçoivent. La plupart des gens le savent pas, ça, tu vois. Et quand vous investissez, par exemple, sur Arbitrum, sur Optimism, on vous fera aussi un aperçu de ce qui s'est passé sur Arbitrum quand ils ont faké le déblocage des tokens pour aller influencer un droit de vote pour leur blockchain. Ça aussi, en fait, c'est du gros foutage de gueule. Et vous verrez que entre l'image qui est véhiculée sur les layers 2 et la réalité du marché, de ce que vous vivez et les risques que vous prenez en utilisant aussi ces alternatives, ils sont énormes. Simplement, des fois, soit par un manque de formation, soit par un manque d'expertise ou ce que vous voulez, on a des grosses difficultés à identifier ces risques. Mais ces risques-là, ils sont bien présents. Tout comme quand vous investissez sur de l'USDT ou de l'USDC. Hein. Vous savez aujourd'hui que si vous avez ces cryptos-là, derrière, vous pouvez avoir Bitfinex ou Circle qui peuvent geler vos fonds, qui peuvent supprimer vos tokens. Voilà, ça, on sait que ça existe. Simplement, sur des layers 2, c'est exactement pareil. Hein. Ça arrive. C'est moins vendu.
mais c'est moins c'est vendu et moins mis en surtout c'est avant, en moins fait, connu. c'est tout. C'est moins connu. Mais voilà, Ah, c'est moins dans soyez l'intérêt. Les vigilants. mecs qui te disent, il faut aller farmer dessus absolument pour gagner un maximum d'argent, ils vont pas te dire, «Hey Coco, du jour au lendemain, tu peux te faire complètement geler tes fonds, il peut y avoir un rollback et tu peux perdre l'intégralité». Bah C'est ouais. pas dans leur intérêt. C'est pour ça que derrière, si vous devez stocker vos fonds sur le long terme et tout, les blockchains de base, en général, oui, elles coûtent plus cher, mais c'est le premium que vous allez devoir payer pour sauvegarder votre capital, on va dire, plus efficacement, quoi. Voilà. Après, il y a eu des lancements natifs de stablecoins sur plusieurs blockchains aussi. Il faut pas non plus regarder que les mauvais côtés. Il y a des bons aspects, il y a des aspects qui Ouais. sont moins bien.